Monsieur Hanber. Monsieur Cassavant. J'avais pas ça la semaine passée. Hein? Non, non. Et pour ceux et celles qui se demandent pourquoi on parle en français, parce que l'émission en tant que telle, pour ceux qui ne le savaient pas, moi et Russ on fait un podcast en anglais depuis quelques mois, quelques temps. Et dans le fond, le fait qu'on parle les deux français, plusieurs des gens qui nous revenaient avec des commentaires, Russ qui aime un peu plus massacrer la langue, mais Régis Lévesque serait fier. Mais dans le fond, on a reçu beaucoup de demandes par des gens qui disent, écoutez, pouvez-vous des fois faire des interactions en français? Puis on trouvait, écoute, en étant deux Québécois, Russ, même si, comme il dit, s'il a peut-être un peu plus de difficultés avec la langue, moi, des fois également, il faut dire, mais on a décidé, pourquoi pas, d'en faire une version francophone ainsi qu'une version anglophone. On ne peut pas le promettre qu'on va le faire à chaque semaine, mais cette semaine, on vous laisse donner une opportunité et on va avoir un invité dans quelques instants qui va se joindre à nous, qui est un bon timing, comme on pourrait dire, avec ce qui se passe dans le monde de la boxe. Monsieur Hanber, pourrais-tu quelques mots en français pour nos auditeurs et probablement certains qui nous regardent pour la première fois en français? J'aimerais conter une histoire à place que il y a plusieurs années, quand je faisais de description en français pour les combats de championnat de Lucien Bouteille, on travaillait avec un réalisateur qui s'appelait Michel. Je voulais son nom de famille. Puis après l'émission, je dis à Michel, Michel, désolé hein, si j'ai magané la langue française. Il m'a dit, Ross, inquiète-toi pas, Pat Burns l'a magané avant toi. Je pense que c'était Michel Kidoz, potentiellement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, un des invités, parce que les gens qui ne le savent peut-être pas, tu es de retour en quarantaine. Tu es le roi de la quarantaine depuis l'histoire du COVID avec le nombre de voyages que tu as fait pour le monde de la boxe. Et là, tu es de retour dans ton sol, chez toi, dans ton bureau. Ouais. Et tu étais en Russie, bien naturellement, pour le combat d'Arthur Beterbiev, une autre victoire par KO. Et son entraîneur, qui était là, Marc Ramsey, également en quarantaine. Donc, on s'est dit, pourquoi pas l'appeler Marc, s'assurer qu'il est bien les biens chez lui et le déranger un peu quelques instants parce qu'il n'était pas tanné de te voir après une semaine en Russie. Il était ouvert. Mais toi, tu avais plus de courage pour le faire que moi. C'est toi qui l'as fait. Moi, je n'avais pas le courage pour le faire. Il m'aura dit non. Il dit, Marc va se joindre à nous dans quelques instants et je pense qu'on peut le percevoir. Et Marc, dans le fond, la bonne nouvelle aussi, c'est que je le connais depuis l'âge de 17 ans. Russ, quand moi, je suis rentré à Ring 83, Marc venait quand même régulièrement avec, dans le temps, Anthony Descarrés, Didier Benz. Donc, c'est quand même plaisant de pouvoir rejoindre et accueillir Marc. Et Marc, il est bel et bien chez lui. Bonjour, Marc, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Good. Regarde comment il a l'air heureux, Marc. Hein? Regarde comment il a l'air heureux. C'est mon heure, ça. On le dérange du recrutement des prochains joueurs, des prochains espoirs de hockey, etc. Mais il faut savoir que Marc Russ, qui va avoir 60 ans bientôt, croyez-le ou non, puis il m'a dit un de ses cadeaux qu'il voulait absolument, c'est pouvoir faire le podcast avec toi. Donc, je pense qu'il fait plaisir ce soir. Bon, c'est bon, ça. Mais, Marc, Russ, dans le fond, premier des points que je dois aborder, c'est la victoire de Arthur, naturellement, en Russie. 16 victoires, 16 par KO. Mais il m'échappe au tapis du premier round contre Adam Daines, qui, probablement, pour les gens qui ne le connaissaient pas, a prouvé qu'il était quand même plus coriace que certains l'avaient prédit avant le combat. Arthur finit par rétablir quand même un rythme, fait des rondes et gagne par KO. Mais selon vous, vos impressions du combat en termes de le résultat avant et après l'analyse du combat, est-ce que tu es quand même satisfait de la performance d'Arthur en général ou est-ce que c'est quelque chose qu'il y a toujours du travail à faire, mais ultimement, c'est quoi ton verdict sur la performance de samedi dernier? Marc? Ben, écoute, je pense que c'était quand même une performance décente. Faut savoir là, qu'Arthur, ça fait plus d'un an qu'on préparait ce combat-là. On était supposé se boxer Falun Min à Québec en mars 2020. Alors, ça fait plus d'un an qu'on prépare pour un gaucher. C'est plus long qu'un entraînement que j'ai jamais fait. Mais ça fait également ça faisait que, si je ne me trompe pas, 17 mois qu'Arthur n'avait pas embarqué sur un ring. Alors, bien sûr, mais c'est pas une excuse également du côté de l'adversaire. Il y avait beaucoup de mois, beaucoup de temps qui avait passé là, depuis son dernier combat. On est content de la victoire d'Arthur, mais en même temps, on est conscient que c'est peut-être pas son meilleur combat qu'il a livré jusqu'à maintenant, mais de façon globale, c'était bien. Et je suis d'accord avec Marc. Je pense aussi que, et si je ne me trompe pas, Marc, tu me corrigeras, mais je pense que la façon de prononcer le nom, c'est Dennis, non? L'adversaire, Adam Dennis. La vérité, c'est que je ne l'ai jamais su, mais je pense que oui. OK. Mais je pense le fait aussi qu'il soit gaucher,
ça causait naturellement un problème pour les mouvements naturels de Arthur, le fait que l'autre soit gaucher. Puis comme tu as dit, tout de suite à la fin du premier round, tu as dit, il essaie seulement de te contre-attaquer. C'est ça que tu as dit dans le coin. Et on voyait, l'autre, il attendait. Mais je pense que c'est le 3e ou 4e round, Arthur l'avait pincé d'une crochette gauche, puis ça l'a... Comment tu dis? Dès qu'elle vincé sa tête, là. Sa tête. Puis le gars, il n'a pas branché. C'est là que je me suis assis dans la chaise, j'ai mis le vaseline sur ma main, j'ai dit, OK, je pense qu'on va en avoir une coupe de ronde à faire. Le gars, il était tough quand même. Oui, il était en mesure vraiment de prendre des coups de puissance d'Arthur. Et c'est pour ça, à un certain moment donné, également, on lui a demandé de varier le tempo, d'y aller un petit peu plus en vitesse, parce qu'on voyait qu'avec les coups uniques, les coups de circuit, ça fonctionnait plus ou moins. Alors, il a fallu avoir une autre approche, là. Puis, est-ce que tu penses le fait qu'Adam Dennis a tombé au premier round, ça l'a peut-être aussi mis plus en garde où là, il dit OK, je vais changer un peu la stratégie. Si Arthur n'avait pas eu le knockdown en fin de la ronde, peut-être qu'il aurait pu le surprendre un peu plus tôt dans le combat, mais là, il est rendu un peu plus sur ses gardes ou je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit le fait qu'il a chuté au premier round? C'est une possibilité. Mais en fait, nous, ce qu'on ne voulait pas voir, c'était l'inverse. On savait que c'était peut-être pas le meilleur boxeur du côté des habilités, mais on savait également que c'est un gars qui était très, très fort physiquement et qui avait relativement un bon coup de poing. Alors, on ne voulait pas, nous, se faire surprendre en début de combat. J'ai demandé à Arthur de commencer ce combat-là vraiment de façon prudente, en prenant son temps, en boxant bien, en accordant le moins de coups possible à l'adversaire et en donnant le plus possible et graduellement mettre une pression sur lui. Ça l'a donné un côté peut-être un petit peu moins spectaculaire que ce qu'on voit à l'habituel d'Arthur, mais c'était la tactique à suivre là, pour le combat. Et aussi, il y avait beaucoup de pression quand même sur Arthur. Je pense qu'il y a eu plus de pression de boxer en Russie, à Moscou, que d'avoir boxé même ici à Montréal par rapport à les gens qui étaient là pour lui supporter, non? Il n'y a aucun doute. Il y a quelque chose dans ces pays-là, et je l'ai mentionné à quelques médias ici à Montréal, qu'on a perdu, nous, en Amérique du Nord, le côté héros national. Et Arthur, c'est un peu ça qu'on sentait des dignitaires, des politiciens. Les premières rangées, c'était que des ministres de la Russie, de la Tchétchénie, des représentants du gouvernement. Arthur, effectivement, avait quand même là, une pression assez énorme sur les épaules. Mais est-ce que tu penses que ça va être une possibilité? Je ne sais pas s'ils en ont parlé même après, mais là, dû au fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le suivent, il y a quand même une grosse stature dans l'Europe de l'Est, en Russie. Ils vont essayer de le ramener régulièrement et Top Rank va être d'accord avec ça ou pensez-vous qu'il va quand même avoir beaucoup de combats en Amérique du Nord par la suite? Ça reste à voir, parce qu'il y a quand même là, quelques boxeurs de la même nationalité que lui qui feraient peut-être des combats intéressants. Alors, ils vont peut-être être portés à vouloir organiser ça peut-être en Russie. Je ne sais pas, moi, tu sais, j'ai vécu tout ça d'un point de vue d'un entraîneur. Je ne sais pas d'un point de vue administratif si c'était quelque chose qui était bien. Il faudrait voir avec les gens de Top Rank, justement, là, l'intérêt de refaire l'expérience. Mais c'est... Autant c'était enrichissant comme expérience personnelle, sûrement pour Arthur, pour moi, ça l'a été beaucoup, mais c'est quand même une logistique qui était très, très, très compliquée à organiser tout ça. Marc, oui, ça, Brad Jacobs nous en a parlé après que le combat a commencé 30 minutes en retard. Ça a l'air que ESPN, il fallait qu'ils jonglent leur horaire parce qu'ils étaient cédulés pour aller à telle heure parce qu'il y avait un match de basket, je ne sais pas trop quoi. Puis, il m'a dit que c'est les logistics de tout ça, de commencer à l'heure, était un cauchemar pour eux. Marc, penses-tu que Arthur, pourtant, dans le début du combat, on dirait qu'il ne se faisait pas toucher tant que ça. Il y avait les gardes d'autres. Puis quand il est revenu dans le coin, il était marqué. Ouais. Est-ce que tu penses, Marc, c'est à cause que ça faisait tellement longtemps que le poids, l'impact des coups, la répétition de ça a pu causer ça? Ça m'a vraiment surpris qu'il soit marqué de même. Mais si vous remarquez bien, dans le combat, il a utilisé une défensive là, qu'on appelle en anglais le tight defense, vraiment, ouais, les gants collés au visage. Et on essayait de garder Arthur le plus près possible. L'Allemand était relativement bon à longue distance, justement, comme on le dit en contre-attaque. Je voulais vraiment qu'on soit prudent dans l'approche. Et un coup rendu à l'intérieur, vraiment rester avec lui à courte distance. Et pour ça, on utilisait vraiment la défensive là, des deux gants collés au visage. Habituellement, Arthur est beaucoup plus fort sur les esquives et les mouvements de tête, les retraits. Et
prendre les gars en contre-attaque. Alors, peut-être, je pense que le changement de défensive a plus rapport avec ça. Et on voyait que c'était des marques, mais des marques un peu comme de cuir, pas des marques d'impact, des marques du cuir qu'il a reçu là, au niveau du visage. Moi, je me demande aussi pour Arthur, par contre, le fait que vous avez parlé de la pression, l'inactivité, parce que Arthur, ça fait presque 1 an, je crois, même un petit peu plus qu'1 an, qu'il était supposé se battre à Québec dans un gros gala contre son aspirant obligatoire. Là, tout a commencé, les annulations qui étaient hors de son contrôle. Après, lui, il a eu le COVID. Il a eu des retardements à ce niveau-là. Mais à quel point que ça a dû être compliqué pour toi, Marc, de devoir le calmer ou pour pas qu'il essaie de trop en faire début dans le combat, où il était déjà conscient de ça avec son expérience, qu'il voulait être calme? Plus compliqué dans le camp d'entraînement que pendant le combat. Dans le camp d'entraînement, je sentais, c'est un gars qui est très perfectionniste déjà de nature, mais là, je sentais qu'il voulait en faire. Puis j'ai l'impression qu'il y en a peut-être overthinking, qu'on dit un peu. Là. Il voulait chaque petit détail, là, puis les journées qu'on voulait donner repos. Non, il voulait travailler cette petite affaire-là. Puis à un moment donné, ça vient que c'est trop d'informations à gérer, trop de focus. À un moment donné, il faut être en mesure d'avoir une vision globale du travail qu'on a effectué pour donner une performance et non pas là, se concentrer sur des petits détails toujours. Ça devenait un peu une obsession, j'ai trouvé dans le camp d'entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui venait justement de la pression qu'il y avait sur les épaules de donner un bon spectacle à son monde en Russie. Marc, est-ce que tu as eu la chance d'écouter son entrevue avec le représentant du ESPN en anglais après le combat dans le vestiaire? Non. On sait comment il change de caractère. Là. Avant le combat, là, camp d'entraînement, pas pire, mais quand on approche la journée du combat, là, comment il vient focus, puis dans le zone, comme qu'on dit, puis on dirait quasiment pas parlable. Là, ouais, je veux même plus y parler, moi. C'est ça. Mais tout de suite après, il est souriant d'une oreille à l'autre. Et les réponses qu'il a données et le sens du mot qui a sorti de lui dans cette entrevue-là en anglais était formidable. C'est quelqu'un que je pense que le monde de la boxe ne connaît pas la vraie personnalité de Arthur. Ben, c'est un gars réservé, puis c'est un gars qui ne donne pas accès à n'importe qui. On peut le voir à certaines occasions, comme là, l'émotion était tombée, la pression du combat est tombée, et là, il se laisse aller. Dans les conférences de presse, on peut le voir, mais il ne donne pas accès à n'importe qui à ce qu'il pense. Et puis, dans les premières approches, il est toujours très froid. Et là, si tu gagnes sa confiance doucement, il peut avoir, toi, tu as vécu ça avec lui, là, comment il peut être drôle, puis comment il peut un sens de l'humour très, très particulier, mais ça peut être très, très plaisant, là, très le fun à côtoyer tous les jours. Et intelligent. Très brillant, très, très brillant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je me suis souvent, je nommerai pas la personne, je me suis assassiné avec quelqu'un du milieu de la boxe là-dessus où il me parlait, ce boxeur-là est très, très brillant, mais dans le ring seulement. Je pense pas qu'on peut dissocier l'intelligence de ring avec l'intelligence sociale. J'ai de la misère à croire à ça. Moi, j'ai toujours cru que les gens qui étaient des IQ supérieurs à un gars comme Ward, c'est un gars qui sait se comporter en société. Il y a un gars, on a plein d'exemples de ça dans l'histoire de la boxe et je pense pas qu'on peut dissocier l'intelligence du ring et l'intelligence sociale. C'est intéressant. 100%. Go ahead, Matt. Non, mais j'allais dire, mais au-delà aussi vu que tu m'as amené un peu sur cette voie-là, Marc, au-delà de aussi l'intelligence, souvent, je me souviens dans des conversations qu'on a déjà eues auparavant, vous dites des fois la personnalité de l'individu dans la société va aussi se manifester dans son style de boxeur dans le ring. Je ne sais pas si tu es encore d'accord avec ça, mais il me semble qu'on avait déjà parlé de cet aspect-là. Tout le temps. Habituellement, le profil, ce que le boxeur démontre, même avec son style de boxeur, ça reflète son profil psychologique et son comportement social habituellement. C'est tout lié. Habituellement, là, c'est une belle symbiose, tout ça. Là. Et Matt, il y a 100% raison, parce que si on veut prendre un exemple comme Otis Grant, lui que je pensais. Ben oui, le gars devient professeur de l'école, là, il devient puis il était pareil dans le ring, c'était calculer son affaire. Calme. Exact. Regarde, puis le contraire, Roy Jones, qui était un rythme de vie excitant, un peu, puis même dans la façon qu'il se comportait, le swagger, si on veut, dans le ring. Athlétique. Exact. Regarde la vie d'Arturo Gatti, regarde comment il se battait. C'est le même combat, c'est la même chose. C'est la Troisième Guerre mondiale toujours. Oui.
Il vit c'est ça vraiment. jusqu'à la limite. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Mais si on revient aussi sur Arthur, parce que là, une belle victoire, une victoire quand même qui donne de l'expérience, mais à quel point, est-ce que vous avez des fois des conversations avec lui par rapport à ce qu'il veut faire dans sa carrière professionnelle? Parce que pendant longtemps, Arthur, quelqu'un de principe, quelqu'un de discipline, mais pas nécessairement quelqu'un qui est le plus intéressé avec le glamour de la boxe, si on veut, de toute l'attention que ça peut amener. L'argent, OK, mais je pense que c'est plus pour famille que lui vraiment s'acheter des autos fancy. L'adversaire en particulier, il veut-tu juste défendre son titre? Il y a 36 ans, mais avec pas beaucoup de dommages dans le ring. Est-ce que vous avez un peu une idée dans la direction que vous voulez aller avec lui? C'est vraiment, c'est quelque chose, effectivement, qu'on a parlé, c'est très, très clair. Lui, au-delà, même des sous, c'est bien sûr que, comme tout le monde, il a besoin de vivre puis d'assurer l'avenir de sa famille, là. Mais il est déjà bien rémunéré, alors c'est pas le problème. Je te dirais que l'aspect numéro 1, c'est vraiment l'accomplissement. Lui, j'aime comment il aborde ça. Il me l'a toujours dit, c'est pas, quand les journalistes ils demandent avec qui tu veux boxer, je veux pas nommer de nom, c'est pas personnel, je veux les titres. Alors, mettez les noms qui vont avec les titres, c'est eux que je veux boxer. Alors, c'est très simple. Lui, son rêve, serait d'unifier, bien sûr, la catégorie. Alors, vous savez qui sont les autres champions. On parle de Bivol, on parle maintenant d'un combat qui va avoir lieu là, entre Vlasov et Joe Smith. Et c'est bien sûr les targets. Et il y a bien sûr le combat contre Canelo parce que c'est le challenge extrême, c'est le challenge ultime. Alors, c'est des combats qui sont intéressants pour lui. Comme tu as mentionné, il y a 36 ans. On ne voit pas trop de signes de ralentissement pour le moment, mais un jour ou l'autre, chaque humain, ça le rattrape. Alors, c'est le temps de battre le fer là, pendant qu'il est chaud. Et si je demande à Mac Ramsey, gérant, ce sera quoi pour toi, dans un monde idéal, qu'est-ce que tu aimerais voir comme progression de combat puis retraite après? Moi, c'est drôle, un combat que j'aimerais vraiment faire pour plein de raisons historiques, c'est le combat avec Kovalev. Oh. Parce que en Russie, ça peut être le Ouellet Hilton, ça peut être, OK, c'est un autre niveau, là, on parle d'un championnat du monde unifié quand même, là, mais il reste qu'il y a quelque chose de particulier avec ce combat-là et ça l'a fait parler beaucoup les gens dans le milieu de la boxe. J'aimerais voir ça. J'aimerais bien sûr avoir Bivol mais c'est tous des dossiers qu'il faut faire rapidement, que je veux faire rapidement. Je pense pas qu'Arthur a rien à gagner à faire des combats qui sont autres que ces combats-là. Non, mais c'est drôle que aussi, tu parles de Kovalev. Arthur, je pense qu'il y a encore une rivalité avec Kovalev, de ce que je peux comprendre, non? Mais il était là, Kovalev, au combat, non? Je me trompe-tu? Moi, je ne l'ai pas vu. Okay. Je ne l'ai pas vu là-bas. Mais j'ai entendu Arthur répondre en entrevue, mais il a dit que pour lui, c'était plus intéressant justement parce que Kovalev avait plus de titre. Là, je te parle bien sûr, moi, de mon point de vue personnel que j'aimerais faire ce combat-là. Arthur, lui, son idée sur ça, c'est que, écoute, Kovalev a plus de titre, c'est pas personnel. Ce que je veux, c'est les gars qui ont les ceintures. Marc, lundi, j'ai passé en entrevue avec Mario Langlois, puis il m'a dit que Jean lui avait dit comme quoi qu'il revêt d'un combat contre Beterbiev. OK. C'est ça, Jean-Pascal? Oui, Jean-Pascal qui rêvait à ça. Moi, j'ai simplement dit que Jean, il a peur de personne. Il est prêt à affronter des poids lourds. Pour lui, ça ne le dérange pas. Il a toujours démontré ce genre de courage. Mais que j'avais fort doute que tu rêves d'affronter quelqu'un comme Beterbiev. C'est plus un cauchemar qu'un rêve. Écoute, je suis dans une situation particulière. Tout le monde connaît mon historique avec Jean. C'est pas évident de commenter pour moi. Mais en même temps, je reviens à ce qu'Arthur disait. Nous, ce qu'on veut affronter, c'est les monarques de chaque association. Je comprends que c'est pas de la faute de Jean si la WBA a multiplié les titres dans les dernières années. Mais tout le monde sait que le champion de la WBA, c'est Bivol. Et pour nous, c'est lui le target. Il n'y a pas de doute. Et Jean, Russ, juste deux choses. Premièrement, moi, j'ai été privilégié de pouvoir voir des sparring à travers les années de Jean et Arthur. Et c'était des excellentes sessions de sparring. On parle déjà de plusieurs années de ça, dans le temps qu'on était au gym, au-dessus de Rival, au deuxième étage. Puis Jean, par contre, dernièrement, il veut Badou Jack, il veut Marcus Brown, il veut Canelo, il veut Jake Paul. Comme à un certain point, je pense que Jean aime aussi lancer beaucoup de noms
il voudrait juste avoir des combats d'envergure, qui est normal aussi. Je pense que c'est normal. Jean est rendu à une étape de sa carrière où il veut faire les gros combats, les combats payants. Puis Jean, c'est un gars qui a toujours marché au défi. Alors, je pense que c'est dans sa nature. Il était comme ça dans le temps que j'étais avec lui aussi. On voulait Froch, C'était jamais le chemin le plus facile, c'était toujours le chemin qui allait nous rapporter le plus. Tu m'ouvres la porte là-dessus, Marc. Tu te souviens qu'à une époque, tu avais le choix entre Carl Froch ou Caroline Balzer pour un des titres à 168 livres. Oui. Puis, souvent, les gens, dans l'époque, pensaient que Balzer, c'était pour être le gars le plus difficile de la division. Finalement, éventuellement, ça n'a pas du tout été. Puis Carl Froch est probablement sur le bord d'être au temple de la renommée. C'est que Caroline Balzer, à l'époque, avait connu une carrière phénoménale chez les amateurs. On parlait d'un espèce de style gaucher, là, bouté en puissance, là, beaucoup plus fort physiquement. Il y a eu une grave blessure au niveau du cou et par la suite, sa carrière a pris le bord un peu. Mais il y a une époque que techniquement, et la raison pour laquelle on s'était dirigé vers Froch au lieu de Balzer, c'est que le combat avec Balzer avait lieu en Europe et on venait juste de vivre l'époque d'Éric Lucas qui s'est fait organiser un peu avec Bayer en Allemagne. Alors, au Québec, on avait une hantise un petit peu de tout ce qui se faisait en Allemagne. Il n'était pas question d'aller en Allemagne là, pour une défense, pour un combat de championnat du monde. Et même avec le défaite contre Froch, Jean il a établi vraiment son nom à cette époque-là dans le monde de la boxe comme un gars qui vient pour se livrer une bataille. Puis je pense Froch même, il me parle toujours de le combat contre Jean, puis comment c'était tough de se battre contre lui. Puis Jean, il a prouvé ça avec tous les autres adversaires. Puis 6 mois plus tard, quasiment, il devient champion du monde des poids mi-lourds contre un gars que, oublie pas que Chad Dawson avait refusé de boxer, puis il avait peur, il a abdiqué son titre au lieu d'affronter Diacono, puis Jean l'a fait. Et c'était vraiment drôle parce que je me rappelle qu'on avait pris dans les bureaux de Groupe Yvon Michel, on avait pris le temps d'asseoir Jean, puis on avait le contrat de Diacono et un crayon. Puis moi, puis Yvon, signe. Puis lui, pas sûr, là, 168, 175. Jean, t'as un bon menton, t'es déjà très rapide à 168, tu vas être le plus rapide des 175. T'es capable de prendre les charges des 175 livres, on le sait déjà. Puis, tu sais, il faut y aller maintenant. Puis, ça nous avait pris à peu près 3 meetings. On avait fait venir Rob Schenke de Sudbury. On était rendu 6 dans le local pour dire à Jean, signe le contrat. Puis, finalement, après réflexion, Jean avait entériné l'entente. Et puis, on connaît la suite. Il est devenu champion du monde quelques mois après. Marc, pas nécessairement pour aller dans le passé, mais ça, c'était un moment historique dans le monde de la boxe au Québec. Est-ce que tu es encore un peu, moi je suis, mais est-ce que tu es encore un peu amer à le fait qu'après la victoire contre Diacono, que Boutet s'est pas dit, moi je monte de catégorie, puis qu'on aurait eu un affrontement de 2 champions du monde, un de 168, 175 qui s'affrontaient sur le territoire québécois, que jamais on va vivre ça. Là. On passe sur Surtout, on le fait, mais on le... Si tu te rappelles bien, cette époque-là, c'était un peu la mode. Tout le monde affrontait tout le monde, mais comme 5 ans trop tard. Si on Mayweather Pacquiao. On parle de Mayweather Pacquiao, on parle de... Peu importe, nommez-les. Les gens qui se sont affrontés vraiment avec un timing parfait, à cette époque-là, c'est très rare. On voyait ça dans les années 80 beaucoup. Les gars, il n'y avait aucun détour. Là. C'est moi le meilleur, toi t'es le deuxième, puis on s'affronte immédiatement. Maintenant, tout le monde essaie d'étirer la sauce, et puis ça donne ce que ça donne. Je pense que ça a donné quand même quelque chose d'intéressant, puis on a vécu des belles émotions avec le combat Boutet-Pascal, mais c'est sûr que ça n'aurait pas été comme un affrontement directement après Diacono, ça aurait été quelque chose de vraiment là, magistral. Et imagine le nombre d'argent qu'on aurait pu générer avec le premier affrontement. S'ils s'avaient affronté à cette époque-là, on aurait pu probablement avoir sûrement 2, sinon 3 combats ensemble. Ça veut dire le triple de l'argent qu'ils ont fait pour un combat. Oui, puis là, on parle d'une capacité là, du Centre Bell, capacité pleine pour justement là, revanche et 3e combat. Et je pense que ça aurait été profitable pour tout le monde. Puis je pense que ceux qui en auraient profité le plus, ça aurait été les fans de boxe du Québec, mais ça demeure quand même une très, très belle époque. Si on regarde cette époque-là, que ce soit les combats de Jean avec Dawson, les combats avec Diacono, avec Hopkins, avec Kovalev, on a rempli la place, il y avait de l'atmosphère. Et puis, quand je regarde comment que la boxe maintenant se comporte, comment que l'industrie de la boxe fonctionne maintenant, je me demande si on va revoir ça.
Très bon. Très bon c'est sûr. C'est sûr. Et pour terminer sur le dossier d'Arthur, Marc, tu as parlé de plusieurs combats potentiellement, juste parce que les gens, c'est certain qu'on entend le nom de Canelo, on entend toujours parler maintenant le fait que c'est le meilleur boxeur livre pour livre. Pendant longtemps, tu as dû répondre à des questions concernant un combat potentiel de David Lemieux contre Canelo. Là, je pense que c'est dans deux directions différentes. Mais pour ce qui est de potentiellement Arthur contre Canelo, le style, toi comme entraîneur, c'est quoi qui a été évalué comme étant le plus gros défi de boxer contre un gars comme Canelo qui a montré contre Kovalev qui est capable d'aller une division chez les 175? Mais c'est la globalité de Canelo. Quand tu le prends, tu as beau le tourner de tous les côtés. C'est un boxeur qu'on appelle un boxeur intégral. Il n'y a pas de faiblesse majeure. On parle d'un gars qui est fort physiquement, qui cogne dur, qui a un bon menton, une bonne défensive, excellent en contre-attaque. Tous les aspects de la boxe sont bien maîtrisés. C'est un gars qui roule, ne se fait pas frapper beaucoup, pas de dommages. C'est un gars qui fait des combats, qui est actif. La globalité du boxeur est très, très, très complexe. Mais s'il y a quelqu'un dans l'industrie de la boxe qui peut faire dérailler ça, puis qui a une chance de le faire, c'est Arthur Beterbiev. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Wow. Et Scully. Je ne vous dirai pas comment, parce que ça, je vais me garder une gêne. Là. Je vais me garder aussi mon plan d'approche, parce qu'il y a des chances que ça l'arrive. Mais je crois fermement qu'on aurait une chance bien plus que toutes les autres qui se présentent en ce moment. Wow, ben écoute, on espère que ça va potentiellement arriver. Je pense que Canelo est quand même assez aussi intelligent avec le matchmaking. Donc, il va prendre son temps, il va essayer d'unifier les 168 livres. Et après ça. C'en est un, justement, qui a été très, très fort, un peu à l'image de Mayweather, son groupe de management, de prendre les combats. Mais prendre les combats, tu prends Shane Mosley à 38, pas à 24. Shane Mosley à 24, il était dangereux, là. À 30 même, il était dangereux. Quand c'est le temps. Mais j'étais pour ajouter, Marc, quand tu as dit il boxe bien, pas capable de toucher, il cogne fort, blablabla. Puis il est bien entouré aussi. Oui. Il est bien entouré, il y a beaucoup de pouvoir autour de lui. Sa promotion, je t'ai parlé de ça pendant qu'on était à Moscou, quand j'étais avec Callum Smith à San Antonio. Hey, tu rentrais là, man. C'était le Canelo Show, là. C'est lui qui disait à quelle heure le pesait officiel. C'est lui qui gérait le meeting. C'était tout lui. On attendait pour lui, là. Moi, je l'ai vécu. C'est quelque chose que je peux compter. J'ai vécu avec David Lemieux parce qu'il a boxé en sous-carte de Canelo et faire accepter un adversaire pour David, ça passait dans les mains de Canelo, là, parce que le budget lui passait dans les mains. Parce que lui, il marche au pourcentage, il marche à 70-30 ou peut-être même 80-20. Là. Alors, le Golden Boy, qui était le promoteur à l'époque, est un sous-contractant de Canelo. C'est Canelo Promotion. Alors, eux, ils sont payés un certain pourcentage qui doit être à l'entour de 20 et 30 % des revenus pour organiser ça pour lui. 70 à 80 % des revenus sont à lui. Alors, lui, tout ce qui est la sous-carte, il fallait que ça soit prouvé par Canelo, de A à Z. Le prix, on se faisait dire souvent non, cet adversaire-là trop dispendieux, on n'en veut pas. On veut que le mieux boxe avec ce gars-là. Fin d'histoire. Puis, c'était pas ni les gens de Golden Boy, ni la télévision, c'est Canelo qui décidait pour savoir qu'est-ce qui allait lui rester dans les poches. C'est fort. Et la suite des choses la suite des choses risque d'être très intéressant pour Arthur, pour Canelo, et on va espérer qu'un jour peut-être on peut voir cet affrontement-là, parce que je pense dans les gens de la boxe, vraiment les fanatiques de la boxe, c'est un des combats qui préfèrent le voir plus que rien d'autre à cause du fait que il y a de la vulnérabilité. C'est quoi le terme? Je pense que les deux boxeurs sont vulnérables potentiellement à s'affronter. Tout à fait. Et pour ce qui est, dans le fond, de d'autres dossiers, Marc, quelques instants ici pendant qu'on conclue le balado, le podcast. Aujourd'hui, Oscar Rivas a été annoncé par Athletic. Lance Pugmire va avoir un combat revanche contre Brian Jennings avec le titre WBC du Bridgeweight, du fameux Bridgeweight qu'on parle entre les poids lourds et la Cruiserweight, la division des 200 livres. Au-delà de la décision de la WBC d'inventer cette division-là, parce qu'on comprend, il y a quand même de l'argent, les gens ne sont pas nécessairement unanimes avec cette décision, mais toi, aimes-tu quand même le défi devant Oscar Rivas qui vient d'avoir une performance à Québec il y a quelques semaines pour se garder et se mettre en forme contre Slice, Silveira, Louis. Là, il est dans une position contre Jennings, un boxeur qui a déjà affronté. Mais c'est quoi quand tu as eu l'appel pour savoir que ça pouvait se concrétiser? C'est quoi ton impression de ce combat-là pour Rivas et la décision d'aller dans cette nouvelle division? En fait, écoute, ça fait peut-être déjà quelques mois là, qu'on sait que c'est Oscar qui est aspirant numéro 1, qui était classé numéro 1 dans la nouvelle catégorie. On savait
possiblement qu'on allait être en bonne position là, justement pour avoir le premier titre vacant de l'histoire de la catégorie. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant, même si je suis un de ceux qui chialent sur le fait qu'il y a beaucoup trop d'associations, qu'en plus d'avoir trop d'associations, ils dédoublent les titres, ce qui est inacceptable, qui est très mauvais pour notre sport, qui est même, je te dirais, à la limite presque suicidaire pour notre sport d'un point de vue télévisuel, je pense. Pour les fans, ils ne comprennent plus rien au cirque de la boxe professionnelle là, maintenant. Mais s'il y a une seule division où on pouvait se permettre de faire ça, c'est là. Et je l'ai vécu avec Oscar Rivas. On parle quand même d'un gars qui a réussi à s'imposer dans le top de la division des poids lourds à 6 pieds puis 130 livres. Là, quand on mettait tous les programmes de poids de son côté, on était là, vraiment, vois-tu, la limite, si je ne me trompe pas, 2,24. Là, il est à peu près ça toujours. Ouais, 2,25. Oscar est après ça, le 2,28 en temps normal. Alors, on parle de près de 3 livres. C'est absolument rien. Là. C'est une picadille. Alors, non, je pense que s'il y avait une place où on pouvait faire ça, c'était vraiment dans la division entre les lourds et les super lourds qu'on va appeler maintenant. Là. Je pense qu'il y avait peut-être une place. C'est un défi. Pour peut-être la première fois de sa vie, Oscar Rivas va se battre vraiment à son poids. Marc, est-ce que tu penses que ça, comme dans les catégories plus petites, on voit tout de suite dans le ring la différence que quelques livres pourraient faire? Là, est-ce que tu penses à ce poids-là, rendu à 225, ça fait une différence? Parce qu'on a vu beaucoup de boxeurs qui pèsent 225 knock des gars qui pèsent 265. C'est sûr que je suis inquiet. Moi, c'est pas au niveau de la force physique. C'est au niveau des habiletés et de la vitesse d'exécution. Right. Et là, ça va jouer, parce que les gars vont être plus rapides. Oui, Oscar aura pu apprendre les charges de bonhomme de 6 pieds 5 et de 275 livres, mais il va avoir des gars beaucoup plus rapides sur leurs jambes et ça peut être aussi compliqué, sinon plus, que des gars forts. Des gars forts, de la force, ça se neutralise relativement facilement en boxe professionnelle. Pas toujours le cas, là, mais habituellement. De la vitesse, des jambes, des habiletés. C'est un autre dossier, encore, je suis content, je pense qu'il va être en mesure de bien performer dans cette division-là, mais c'est quelque chose qu'on va avoir en arrière de la tête quand on va aller au combat. On va être face à un nouveau défi. La chose que j'aime, c'est qu'on fait face à quelqu'un qu'on connaît bien. Là. Non, exactement. Vas-y, Ross. Oui, j'étais pour dire, avant qu'on laisse Marc, j'aimerais avoir son opinion sur Povetkin-White en fin de semaine. Je pense que Povetkin va s'en sortir. Encore une fois. Moi, malgré que le dernier combat, c'était un coup de poing, il n'était pas en position vraiment pour gagner le combat quand c'est arrivé. Mais moi, je pense que, encore une fois, son bagage amateur, les qualités de boxeur sont plus de son côté. Les deux comme très durs. White, je le connais bien, je l'ai vu assez de proche là, avec Rivas. C'est quelqu'un, sa défensive est poreuse. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui se bat pour le vrai, mais qui donne beaucoup d'occasions de se faire frapper. Et moi, je vois un bon combat comme la dernière fois, mais je vois un combat où ce que Povetkin va réussir à s'en sortir encore une fois. Je pense qu'il y a juste lui et Wilder qui ont fait preuve de la capacité de gagner un combat d'un poids lourd avec un coup de poing. En ce moment, possiblement, oui. Possiblement, il y en a pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là. Ouais. Matt? Et pour Matt, pour ce qui est de Mathieu, ça coupe. White, par contre, et Povetkin. Vous avez m'entendez-vous? Ross, m'entendez-vous? Pas vraiment. Marc, as-tu compris la question? Moi, je ne l'ai pas compris. Là, j'entends bien, mais pas la question, non. Non, ben écoute, ça s'en vient. Là, je pense qu'on a quelques défauts techniques. Au moins, ça arrive à la fin, tant mieux. Juste pour peut-être aussi terminer sur l'affaire de White-Povetkin. Mais moi, ça me fait penser à ce que tu avais dit après la situation avec Rivas, Dillian White et toute l'histoire de les gants, l'histoire des tests positifs de dopage. C'est quand même un peu triste que Dillian White et Povetkin sont dans un combat d'envergure. Ils ne devraient pas avoir de combat. Ces gars-là ne devraient pas avoir le droit de boxer. Non. Bon, je pense que c'est assez clair. C'est incroyable, pareil, comment que c'est rendu. Mais rappelez-vous ce que j'avais mentionné après le combat. C'est que le problème numéro 1, je n'ai reparlé avec Russ encore en fin de semaine dans l'avion en revenant de Russie. Le problème, c'est que les promoteurs de boxe n'en ont rien à faire. C'est que les associations ne sont pas là pour protéger les boxeurs, ils n'en ont rien à faire. C'est que, à la limite, même les fans veulent voir de la boxe.
Même les fans, ça ne leur dérange pas. Les fans achètent encore les pay-per-views de Canelo, même s'il est testé positif. C'est un gars comme Baby Miller, combien de fois qu'il va être suspendu avant qu'on le sorte indéfiniment? Moi, de mon point de vue, ça devrait être première offense, 1 an, deuxième offense, la vie. C'est absolument vrai, Marc. Puis pas juste ça, c'est même après avoir testé positif ou après une infraction sérieuse, souvent les boxeurs sont donnés un cadeau de le plus grand combat possible qu'ils peuvent avoir après purger leur sentence. Je pense à Margarito puis l'affaire de les mains, puis suspendu 1 an, puis le premier combat que tu lui donnes en revenant, c'est Manny Pacquiao. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est difficile même de défendre notre sport. Non, mais c'est l'argent qui mène. C'est comme dans la société. Là, c'est juste une question de sous, toujours. Avant la morale. Non, exact. Avant Marc, j'apprécie énormément ton temps, ton disponibilité ce soir. Et dans le fond, la dernière question, c'est Russ, est-ce que tu as parlé à Arthur? T'es-tu été rembauché pour le prochain combat ou à suivre? Étais-tu content avec ses mains, ses bandages, le cutman, tout est correct? Je pense que oui. Je n'ai pas parlé de ça. Ça, c'est à Marc à décider. Mais une chose, dans le coin, ça a très, très bien été. On n'a pas eu de problème. La coupure, personne n'en a parlé de la coupure parce que c'était pas un facteur dans le combat. Donc, puis c'était ouvert sur le... C'est moi ça, le eyelid en français. Quoi? Oui. C'était pas évident, là. Puis une chance que ça finit 2 rondes après le combat, mais n'a pas coulé rien. Fait que c'était bien. Puis il m'a dit après que les mains étaient bonnes. Fait que au moins que Max sait quelque chose que moi, je ne sais pas. On a des air miles à faire encore. On devrait être bon pour faire un autre voyage. There you go. Écoute, Marc, c'est très bon de pouvoir passer quelques minutes, même une bonne demi-heure ce soir avec nous. J'apprécie. Il y a plusieurs boxeurs naturellement dans ton écurie. On va pouvoir en reparler une prochaine fois. Donc, merci énormément de faire ton tour. Merci aux partisans de nous avoir écoutés pour la première fois en français également. Et on va pouvoir le faire à l'occasion. Russ, dernier commentaire pour les gens ici du Québec? Marc, on paye tout le monde avec une lunch pour qu'ils participent à ce show-là. Fait que quand on va être à Californie pour Makhmoudov, ça va être une repas chez In-N-Out Burger. Tu peux être sûr, je vais m'en rappeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Salut, Marc. Bye.